Ronaldo, R9. Je l'ai jamais vu jouer en direct et pourtant je pourrais quand même te le décrire. Parce que mes joueurs préférés, Zizou, Henry, Ibra, Benzema, en fait, c'est leur joueur préféré. Le mec qui va plus vite que le foot lui-même. Il était beaucoup trop fort. Il traumatisait absolument tous les gardiens. Vitesse, puissance, instinct. Bref, on me l'a toujours raconté comme un mythe. Un mythe tellement grand que j'ai presque fini par l'accepter sans vraiment le regarder. Mais en grandissant, il y a un truc qui m'a dérangé. Malgré tout ce qu'il a gagné, malgré les ballons d'or, les coupes du monde, il y a ce sentiment d'inachevé. Comme si on avait vu la légende, mais pas assez longtemps. Comme si une partie de son art nous avait été un peu volée à nous, les passionnés de foot. Et je me disais, voilà, c'est l'histoire classique d'un Brésilien qui a été brisé, d'un joueur qui a été trop blessé, d'un joueur qui a une hygiène de vie douteuse. Sauf que j'ai creusé. J'ai cherché et je suis tombé sur un truc de beaucoup plus troublant. Je suis tombé sur le moment exact où le football va changer de nature. Et au centre de ce basculement dans le foot business, comme par hasard, il y a Ronaldo et puis il y a Nike. Parce que quand tu penses à Ronaldo, tu penses à Nike. Et quand tu penses à Nike, tu penses à Ronaldo. Les Mercurial, le maillot 98 du Brésil, même le maillot 2002. Et ce que j'ai découvert, c'est que Nike, avant Ronaldo, ils étaient quasiment inexistants dans le foot. Ils sont passés de rien à tout en même pas 2 ans. Et ça, grâce à qui ? Grâce à Ronaldo. Et pour comprendre ça, je te propose de revenir au tout début. Avant Nike, avant les pubs, avant Il Fenomeno, quand Ronaldo n'était qu'un gamin de Rio. Bienvenue dans Football Stories sur Campo. Avant Ronaldo, il y a Dadado. En tout cas, c'est comme ça que sa grand-mère l'appelle. Il naît dans un petit bled pas très loin de Rio, dans une famille de classe moyenne. Souvent, avec les grandes stars brésiliennes, on a un peu un récit automatique qui est favelas, misère absolue, sortie miraculeuse. Chez Ronaldo, c'est un peu plus nuancé, mais la séparation de ses parents vont l'amener vers un contexte un peu plus précaire. En 5e, il prend une décision, celle d'arrêter l'école pour trouver des petits boulots et ainsi ramener de l'argent à la maison. Et côté foot, il commence par le futsal. Et j'ai une stat assez ouf, Dadado, en une saison, c'est 166 buts. Ouais, 166 buts. Et Ronaldo, à ce moment-là, il capte un truc. Le foot, c'est peut-être pas qu'un jeu entre potes, ça peut l'aider à sortir de la galère. Et des galères, il en connaît. Dis-toi qu'à 13 ans, il s'organise lui-même ses tests dans les clubs de Rio. Et parmi ces clubs, il y a son club favori, Flamengo. En parlant de Flamengo, il y fait un test la veille de ses 13 ans, mais pour une histoire de ticket de bus qu'il ne peut pas payer, il ne pourra jamais y retourner. Au final, il passe la journée de ses 13 ans à pleurer. Alors si je te le dis comme ça, on dirait juste une anecdote un peu triste de plus. Mais cette anecdote, elle veut déjà dire beaucoup sur Ronaldo. Pour lui, le foot, c'est pas seulement une passion, c'est aussi un moyen de s'en sortir. Et vous vous rappelez quand je vous parlais des 166 buts en une saison ? Ce chiffre, au-delà d'être absurde, il souligne surtout la différence de Ronaldo. Il est maigre, il est grand, il est très rapide et surtout, il n'a pas le même comportement que les autres. Et il y a un détail que j'adore chez lui. Quand il passe au foot à 11 à São Cristóvão, il célèbre pas ses buts. Qui fait ça ? Alors du coup, autour du terrain, ça étonne tous les parents. Et son entraîneur, il finit par lui demander pourquoi. Et lui, il répond « Pour moi, c'est normal de marquer ». Alors imagine, t'es entraîneur de jeunes et ton attaquant, il te répond ça. Tu réagis comment ? Parce qu'en vrai, c'est une phrase de monstre qui sort de la bouche d'un enfant. Et c'est là que son histoire s'accélère vraiment. Parce que cet entraîneur, il sent qu'il a quelque chose entre les mains. Et du coup, il le présente à 2 gars qu'il faudra bien retenir pour la suite de l'histoire parce qu'ils vont être hyper importants dans la vie de Ronaldo. Leur nom, c'est Reinaldo Pita et Alexandre Martins. Gardez juste en tête que c'est 2 gars qui commencent à investir dans le foot au Brésil et qui voient en Ronaldo pas juste un gamin fort balle au pied, mais un vrai investissement pour la suite. Ensuite, tout va très vite. Déjà sportivement, il quitte la D2 Carioca de São Cristóvão pour signer à Cruzeiro. Ça y est, il a été repéré, il passe en division 1 brésilienne. Pour son arrivée dans l'élite à Cruzeiro en première division brésilienne, et à même pas 18 ans, il tourne à 1 but par match dans un championnat brésilien qui était très compétitif. Et là, au Brésil, il donne vraiment l'impression d'aller plus vite que les autres, de jouer un autre football. Il choque absolument tout le pays. Et du coup, en même pas 2 ans, il passe d'une D2 Carioca à sélectionner en sélection nationale en vue de la Coupe du Monde 94. Forcément, tous les Brésiliens, ils s'emballent.
Pourquoi ? 17 ans, quand tu perces comme ça dans ton pays, ça te fait penser à quelqu'un ? Pelé. Tu sais comment on l'appelle à l'époque en sélection ? Ronaldinho. Ronaldo le petit. Et je trouve cette anecdote assez ouf parce que avant d'être appelé Ronaldo le vrai, c'était Ronaldo le petit. Et c'est même écrit sur le flocage de son maillot en sélection. Le Brésil redevient champion du monde après 24 ans d'attente. Au Brésil, c'est la folie, c'est la fête partout. Mais Ronaldo, il joue pas une seule minute. 0. Et cette Coupe du Monde, pour Ronaldo, elle est beaucoup plus importante qu'elle n'y paraît. Parce qu'en attaque, je sais pas si tu te souviens, mais tu avais Bebeto et surtout Romario. Romario, il était méchant, il était fort, il était vicieux. Et Ronaldo, avec son petit caméscope, en fait, il étudie tout ça. Il apprend ce que c'est d'être un grand attaquant brésilien à une Coupe du Monde. Et Ronaldo, c'est pas juste un petit jeune prometteur qui joue pas une seule minute à la Coupe du Monde. Non, c'est le nouveau visage du Brésil à un moment où il y a autre chose qui est en train de changer de nature, le football en lui-même. On est alors au début des années 90. Le football est totalement en train de changer parce qu'il devient plus global, plus mondialisé, plus télévisé et du coup, plus commercial. Et ça va être fondamental pour comprendre l'histoire de Ronaldo. Parce qu'il entre dans le foot au moment où une marque, un club, un agent ne regarde pas un jeune prometteur comme un futur grand joueur de foot seulement, mais comme un vrai investissement, un actif potentiel. Et tu te souviens quand je te parlais d'Alexandre Martins et de Reinaldo Pita, je t'avais dit de les retenir parce qu'ils vont être très importants. Et pour comprendre leur histoire, il faut s'intéresser à leur profil. Ces deux compères, ils viennent du monde de la banque. Et à l'époque, quitter la finance pour aller dans le football, c'était un choix perçu comme absurde. Sauf que Reinaldo Pita, il se disait quoi ? Il se disait exactement ce que je te raconte, que le football, ça devient une multinationale. Et justement, avec son associé Alexandre Martins, il ne regarde pas Ronaldo comme un gamin bon, balle au pied, il le regarde comme un vrai investissement. Et concrètement, quand Ronaldo n'a que 16 ans, il l'achète pour 7 500 $ à son club de D2 Carioca. Il signe un contrat sur 10 ans. Et surtout, il récupère ses droits économiques et 100% de ses droits à l'image. Faut se poser dessus parce que récupérer 100% des droits à l'image et des droits économiques d'un gamin de 16 ans au Brésil, à cette époque-là, c'est hyper agressif. Et en même temps, tu verras par la suite, c'est quand même hyper visionnaire. Et le plus fou, c'est que c'est rentable direct. Lors de son premier transfert à Cruzeiro, quelques mois plus tard, il récupère 50 000 $. On est sur un retour sur investissement quasi immédiat, un x6. Le pari financier est donc plus que réussi. Et au même moment, au Brésil, il y a aussi une autre attente qui est en train de naître. Parce qu'en 94, je t'en ai parlé, le Brésil gagne la Coupe du Monde. Ça faisait 24 ans que le pays attendait ça, mais c'est un Brésil que certains trouvent pas assez magique. Il manque de technicité, il manque de la folie, il manque du beau jeu. L'équipe gagne, oui, mais elle fait pas vraiment rêver les gens. Et Ronaldo arrive avec cette promesse. La promesse du beau jeu, de la rapidité, de la technicité, du dribble. Il est peu à peu le support idéal du nouveau récit du football brésilien. Du coup, autour de Ronaldo, tout s'aligne. Et quand tous les éléments sont réunis autour d'un gamin aussi fort, tu t'en doutes, il y a une marque qui se dit qu'elle a quelque chose à faire avec lui. Et cette marque, tu l'auras deviné, c'est Nike. Parce que Nike, à l'époque, c'est pas la marque qu'on connaît aujourd'hui dans le foot. Dans le basket, oui, avec Michael Jordan, ils avaient déjà frappé fort. Mais pourquoi ? Parce qu'ils avaient compris un truc essentiel. Dans un sport collectif, tu peux prendre un joueur, l'individualiser et non pas vendre un produit, mais vendre une silhouette, une attitude, bref, un imaginaire. Et ça, faut le garder en tête. Parce que Nike, au début des années 90, reste très discret et cherche encore sa porte d'entrée dans le sport le plus populaire au monde. Et justement, la victoire du Brésil en 94 va agir comme une forme de déclic. Parce que la marque va comprendre qu'elle a un truc énorme devant les yeux, la Seleção. Bref, je ne vais pas te faire de dessin. La Seleção, c'est la plus grande sélection au monde. Et surtout, ça fait référence au beau jeu, à la liberté, à la couleur
au dribble. Et donc pour Nike ou pour n'importe quelle marque, le Brésil, c'est le support parfait pour rentrer dans ce sport. Et en fait, leur idée, elle est assez simple. Si on veut vraiment entrer dans le foot, il faut passer par la Seleção. Et si on veut en faire une vitrine mondiale, il faut un visage capable d'incarner tout ça. Et ce visage, tu l'auras compris, ça va être Ronaldo. Et ce qui est marrant, c'est qu'entre Nike et Ronaldo, il n'y avait rien qui était vraiment écrit. Déjà à l'époque, Ronaldo était chez Mizuno. Diadora le voulait aussi. Et Nike, je te l'ai expliqué, c'était pas la marque la plus évidente dans le football à l'époque. Mais ses agents pensent déjà très loin, bien plus loin que n'importe qui à l'époque. Et très vite, leur raisonnement devient le suivant. Mieux vaut être associé à une très grosse marque, même si elle est discrète dans le football, plutôt que de prendre un deal assez banal à court terme. En résumé, avec Nike, Ronaldo, il choisit pas juste sa paire de crampons, il va choisir sa trajectoire. Et ce choix, il est hyper intéressant à analyser, parce que ça montre comment les agents pensent le joueur. Pas seulement comme un crack à faire éclore, mais comme une image à faire grandir, à valoriser. Donc c'est un peu ce qu'on voit aujourd'hui avec des grandes stars comme Wemby ou Mbappé. Sauf que c'était il y a 30 ans et le foot commençait seulement à devenir business. Du coup, Nike tombe parfaitement au bon moment. D'un côté, on a une marque qui veut trouver son incarnation et de l'autre, on a un joueur qui veut valoriser son image. Et du coup, ça match. Et là, on touche au cœur du sujet. Parce que Nike ne cherche pas juste à sponsoriser un grand joueur. Ça, y a plein de marques qui savent le faire. Non, Nike comprend quelque chose avec Ronaldo. Ils peuvent faire la même chose qu'avec Jordan dans le basket, mais dans le football. Prendre un sport collectif et le raconter à travers un individu. Et franchement, Ronaldo dans le football à cette époque, c'est le candidat parfait. Il est jeune, il va vite, il dribble, il a une silhouette qui est immédiatement reconnaissable, balle au pied, et même d'ailleurs, même pas balle au pied hors du terrain. Il a un visage reconnaissable, il a des dents, un sourire. Bref, c'est le candidat parfait. Et je fais un petit saut dans le temps, mais je t'apprends rien non plus. Le numéro 9 de Ronaldo va peser dans l'imaginaire collectif du football autant que le 23 de Michael Jordan dans celui du basket. Mais à quel prix? Justement, c'est ce qu'on va voir. Parce que plus Ronaldo devient fort, plus il devient utile pour Nike. Mais n'allons pas trop vite quand même, parce que Ronaldo n'a alors que 17 ans. Il vient de signer avec Nike et s'envole pour le PSV. Et là aussi, le choix du PSV, il est assez intéressant à analyser. Parce que c'est pas le plus gros club européen, c'est un très bon club, mais il y a surtout l'ombre de Romario derrière ce choix. Romario y est passé, c'est donc une étape balisée pour Ronaldo. Et je t'en parlais plus tôt, il le filmait à la Coupe du Monde en 94, donc pour lui, Romario, c'est quand même une figure importante. Et très vite, tout le monde comprend qu'il n'est pas là pour s'adapter doucement. D'ailleurs, il y a une très bonne anecdote à ce sujet. À son arrivée, il y a un journaliste qui lui demande combien de buts il pense mettre, et lui, il répond 34. Il répond pas « on verra », il répond 34. Et ce qui est dingue, c'est qu'il est même pas loin du compte, parce que pour son 3e match, contre Leverkusen, il met un triplé. Hier misschien? Ja hoor, daar is hij. De 22e van dit seizoen. Ronaldo. En Europe, on n'avait pas forcément vu des images de Ronaldo auparavant. Je te rappelle qu'à la Coupe du Monde, il n'avait pas joué une seule minute. Donc quand il arrive en Europe, il choque tout le monde d'un coup. Il faut se remettre aussi à l'époque, dans le contexte médiatique de l'époque. Il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas des highlights en boucle sur YouTube, il n'y avait pas cette espèce de saturation d'images comme on vit aujourd'hui. Et du coup, quand il arrive, il choque tout le monde d'un coup. Et première saison au PSV, 34 matchs, 33 buts. Il était vraiment pas loin quand il répondait aux journalistes. Maar Ronaldo kan zijn derde maken en doet dat waarschijnlijk ook. Jazeker. Het koningskoppel van PSV, Luc Niels en Ronaldo de Braziliaan. L'Europe le découvre pas petit à petit, elle tombe dessus d'un coup. Et c'est ce qui rend cette explosion encore plus forte. Mais il y a un premier signal d'alerte. Ronaldo a mal au genou. Et c'est important qu'on s'arrête là-dessus pour la suite de l'histoire. Quand les médecins regardent ça de plus près, ils découvrent un problème à la rotule. La version officielle, c'est une maladie congénitale. En gros, il serait né avec un mécanisme pas normal. Mais il y en a d'autres qui disent qu'il a pris beaucoup de muscles trop rapidement et que son corps n'a pas suivi sa croissance sportive. Bref, on peut tourner ça comme on veut, le message reste le même, le corps commence déjà à prévenir. Et là, encore une fois avec Ronaldo, tout paraît absurde. Il est blessé, on lui annonce 90 jours d'arrêt, et lui, il revient au bout de 17 jours. Même dans la blessure, il va plus vite que les autres, plus vite que la normale. Comme si rien pouvait l'arrêter, et même pas ses blessures.
Et ce qui est fou, c'est que cette première alerte, elle ralentit rien. Au contraire, au moment où il a mal au genou, toute l'Europe se jette sur lui. Et d'ailleurs, en me penchant sur son histoire, j'ai découvert qu'on avait failli le voir dans notre championnat à ce moment-là. Le PSG s'intéresse à lui, il y a même eu des réunions entre Michel Denisot et ses agents. Mais c'est finalement le Barça qui l'emporte, et là, on change encore de dimension. Il le recrute pour environ 20 millions d'euros, ce qui en fait le deuxième plus gros transfert de l'histoire. Son passage au PSV l'a donc fait changer de dimension, mais honnêtement, c'est rien comparé à ce qu'il attend en Liga. C'est simple, à Barcelone, il atteint une autre planète. La saison 96-97, c'est 51 matchs, 47 buts. Faut savoir qu'à l'époque, les attaquants ne marquaient pas autant. Au-dessus d'un but par match, c'est totalement anormal. Et surtout, il y a ce but contre Compostelle. Il vient d'arriver à Barcelone, c'est l'un de ses premiers matchs, et là, il choque toute l'Europe. Atención que ahí sí que es peligroso el brasileño. Ronaldo, gol, qué golazo acaba de hacer Ronaldo. Et c'est pas juste un beau but, c'est un moment qui a transformé un joueur en image. Là, Ronaldo, c'est plus seulement un attaquant monstrueux, il devient un moment. Quelque chose qu'on raconte, qu'on montre encore et encore. Je pense honnêtement que c'était alors le premier buzz dans le football à l'époque. Et forcément, Nike s'en sert. Il récupère le passage de l'action pour en faire une pub et mettre le logo à la fin. Cette pub, elle passera à la télévision assez rapidement puisqu'elle sera vite retirée pour des problèmes de droit à l'image. Nike avait en réalité pas demandé l'accord ni des adversaires ni des coéquipiers de Ronaldo. Et ce détail, je le trouve très intéressant parce que je ressens une forme de Far West marketing. Il n'y a pas encore TikTok, mais on récupère déjà ces actions, on les édite pour vendre des sapes de sport. Et en parallèle de ces exploits sportifs, il commence à apparaître dans des telenovelas au Brésil. Peu à peu, Ronaldo rentre dans ce qu'on appelle la pop culture. Et sportivement, en plus, il est tout en haut. En 97, il est meilleur buteur de la Liga, gagne la Coupe des Coupes avec Barcelone. D'ailleurs, c'est lui qui enlève la compétition au PSG, de quoi laisser quelques regrets à Michel Denisot. Donc tu l'as compris, là, tout monte en même temps, du niveau à la hype. Et c'est là que la machine va commencer à s'emballer. Parce que Ronaldo, il est voulu par tout le monde. Par les médias, par les clubs, par la sélection, mais aussi par Nike. Et ça, ça va nous mener tout droit à la finale 98, à cette finale qu'il ne devait pas jouer, puis qui joue finalement et qui représente une forme de paroxysme du n'importe quoi. Mais n'allons pas trop vite, parce que pour comprendre ce passage-là, il faut revenir en arrière. La folie de 98, elle commence dès 97. Et déjà avec Nike. En janvier, Ronaldo prolonge avec la marque. On parle alors d'un deal géant, un deal à vie à plus de 180 millions de dollars. En gros, Nike ne l'équipe plus seulement, Nike le verrouille. En parallèle au Barça, ça commence à se compliquer. Bon, sportivement, je te rassure, tout va bien, mais c'est en coulisses que ça commence à chauffer. Les négociations autour de son contrat se passent pas très bien. Bref, les agents de Ronaldo coupent court, et le problème, c'est qu'encore une fois, c'est eux qui décident. Alors qu'il est en sélection avec la Seleção, il apprend qu'il ne jouera pas à Barcelone l'année suivante. Sauf que le problème, c'est que lui, il voulait rester. Mais genre, vraiment rester. D'ailleurs, il y a pas mal d'interviews de lui qui témoignent de sa volonté. Et ça, c'est vraiment important pour notre histoire, parce que même au moment où Ronaldo est une immense star, il choisit pas vraiment son destin. Bref, ce passage le fait atterrir à l'Inter. L'arrivée est monumentale, la fête est immense, il y a une attente démesurée et le transfert est record. Et surtout, il débarque en Serie A. La Serie A, à l'époque, c'est la compétition la plus dure au monde. La plus défensive, c'est sûr, mais aussi la plus violente. En face de lui, il y a des défenseurs comme Maldini, Nesta, Cannavaro, bref, des monstres. Et pourtant, Ronaldo, il continue de briller. Comme si, dans le championnat le plus dur au monde, il continue à jouer un ton au-dessus des autres. E che gol! Inter in terzo gol! La genialità di Ronaldo! Et la preuve, en décembre, il est récompensé. Ballon d'or à 21 ans. À l'époque, c'était le plus jeune, et aujourd'hui, c'est toujours le plus jeune. Et pour le Brésil, c'est super important, parce que c'est le premier. Donc à l'arrivée du mondial en 98, au niveau sportif, Ronaldo, il coche toutes les cases. C'est le meilleur,
c'est le plus bankable. Et justement, c'est là où ça commence à devenir dangereux. Parce qu'à ce moment-là, Ronaldo, c'est le joueur Nike, presque une propriété de Nike. Il y a des témoignages assez dingues de ses anciens coéquipiers, comme Colonese, qui disent qu'après l'entraînement, Ronaldo, il avait à peine le temps de se changer, il devait prendre l'avion pour faire des événements ou des pubs pour Nike. Et en me penchant sur 98, j'ai remarqué que c'est vraiment l'année où Nike le place au centre de tout. Déjà, avec les Mercurial, à l'approche du mondial, Nike sort les Mercurial R9 avec son nom. Associer un joueur à une paire de chaussures pour sa sortie, c'est une première dans le monde du football. Et il y a aussi cette pub super connue que Nike a réalisée, tournée à l'aéroport. C'est l'une des pubs les plus connues de la marque, où Ronaldo, il est au centre de tout. Il ouvre la pub, il la ferme aussi, il est clairement au centre de la campagne. Et cet épisode, il est encore plus intéressant quand on reprend le contexte global de Nike. Dis-toi qu'il y a quelques jours du premier match de Ronaldo au Mondial 98, Michael Jordan, l'autre grand visage de Nike, joue alors son dernier match avec les Bulls. C'est un passage de témoin parfait pour Nike. Ronaldo devient alors le nouvel emblème de la marque, mais tout sport confondu. Sauf que quand une marque te choisit pour être le nouveau visage mondial, tu te doutes qu'il ne te laisse pas respirer de la même manière. Et tu vas vite comprendre vers quoi ça mène. Mais avant d'arriver à la catastrophe, il y a un tout dernier paramètre qui est hyper important à analyser. Parce que l'investissement de Nike, il ne s'arrête pas à Ronaldo. J'ai omis ce détail plus tôt, mais en 96, Nike signe un partenariat colossal avec la Seleção. 160 millions de dollars sur 10 ans. À l'époque, on parle du contrat du siècle. Sauf que ce qui est intéressant, comme souvent, c'est pas forcément les chiffres, mais c'est aussi les contreparties. Parce que tu te doutes, s'il y a des gros billets, c'est pas juste pour équiper la sélection. Avec ce contrat, Nike obtient une influence énorme sur la Seleção. Une influence qui se traduit par des choses très, très concrètes. Dis-toi que pour 50 matchs, Nike a le droit de choisir les adversaires, les lieux et 8 des joueurs convoqués. On est sur quelque chose de jamais vu. Résultat, le Brésil commence à jouer sur des marchés stratégiques pour Nike. Un exemple, il joue beaucoup plus aux États-Unis qu'en Argentine. La Seleção devient alors une marque, une tournée, une forme de support pour Nike. Bon, maintenant que le contexte est posé, je peux enfin te parler de cette finale 98. Parce que cette finale, elle a été complètement folle. Et je dis pas ça parce qu'on l'a gagnée, parce qu'on a gagné notre première étoile. Non, je dis ça parce qu'à quelques heures du coup d'envoi, tout part déjà en cacahuète. Ronaldo fait un malaise. Toute l'équipe panique. Au final, il part à l'hôpital. Et à quelques heures du coup d'envoi, le meilleur joueur au monde est dans un flou total. Là, dans les médias, plusieurs hypothèses. Malaise lié à une infiltration, problème cardiaque, réaction allergique, fatigue, stress, problème personnel. Bref, on est dans un flou total. Et à partir de là, tout devient absurde. Il sort de la feuille de match, il y revient, et au final, il débute le match titulaire. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, il y a trop de forces qui poussent dans le même sens. Déjà, logique, la pression nationale. Mais il y aurait eu une pression un peu moins naturelle, celle de Nike. Sur le terrain, Ronaldo, il est totalement absent. C'est même lui qui rate le marquage sur la tête de Zizou, et le Brésil s'effondre. Et le plus intéressant, c'est que l'histoire, elle ne s'arrête pas là. Je te parlais des potentielles pressions de Nike sur cette finale. Et en 2000, il y a même eu des enquêtes parlementaires au Brésil, avec au centre des questionnements sur l'influence de Nike, sur la gestion de la Seleção et sur tout ce que cette finale a révélé d'un football devenu business. Et malgré la défaite du Brésil, il y a quand même eu un gagnant côté jaune. Et tu me vois venir ? Ouais, Nike gagne. Même dans ce chaos, la marque sort gagnante. Déjà, il y a eu cette photo devenue mythique de Ronaldo avec les Nike autour du cou. Un placement de produit énorme, presque obscène de par sa visibilité. Résultat, avec cette photo, les Mercurial vont devenir iconiques. Le lien entre Brésil, Ronaldo et Nike vont devenir encore plus fort. Une autre preuve très parlante, le nombre de maillots vendus partout dans le monde. Ce maillot 98 reste encore aujourd'hui l'un des maillots les plus iconiques. Nike continue même de le rééditer régulièrement. Autrement dit, malgré le malaise, malgré la défaite, malgré cette catastrophe, 98 reste un moment fondateur pour Nike. Sauf que le problème, c'est qu'après cette finale 98, c'est pas ce système qui va casser, c'est le corps de Ronaldo, mais au sens propre. Et en même temps, c'est logique. À force de tirer de partout, forcément, à un moment, ça casse. Parce que le plus fou, c'est qu'après 98, il n'y a absolument rien qui ralentit avec Ronaldo. Sauf que le corps, lui, il commence à présenter la facture. Et tu vas voir, elle est salée. Il a des douleurs chroniques au genou. Il se fait infiltrer régulièrement, il serre les dents, il traîne des douleurs. Et il y a une image qui le résume très bien.
Ronaldo qui descend d'un avion à quelques heures d'un match et on le voit boiter. Bon, déjà là, normalement, n'importe qui se dirait « Ok, maintenant on va lever le pied, on va calmer le truc ». Sauf que là, non, ça va être pire, genre vraiment pire. Et pour que tu le comprennes, il faut que je te raconte l'épisode de l'Australie. En gros, la Seleção vend 2 matchs en Australie avec la présence de Ronaldo. Sauf que le problème, c'est que son club, l'Inter, il s'y oppose. La FIFA tranche, Ronaldo est autorisé à jouer qu'un seul des 2 matchs, et la fédération brésilienne, elle dit quoi? Elle dit si c'est comme ça, il jouera aucun des 2. Résultat, Ronaldo fait 40 heures d'avion pour rien. Et là, franchement, il faut s'arrêter 2 secondes, parce qu'on a encore une anecdote face à nous qui raconte tout. Ronaldo, c'est vraiment un mec déplacé plus comme un joueur, mais comme un actif. C'est un actif qui est déplacé pour générer de l'argent. Et au final, tout le monde veut la part de Ronaldo. Sauf qu'un corps, ça se partage pas à l'infini, et l'épisode australien, ce sera sans doute la goutte de trop. Une semaine après, ça tombe. Match contre Lecce, et Ronaldo se blesse tout seul. Pas dans un gros duel, pas dans quelque chose de très physique. Non, vraiment, il se blesse tout seul sur une feinte de passe. C'est une lésion du tendon rotulien. Pour la première fois, il y a une vraie cassure. C'est pas un signal, c'est une vraie cassure. Et ça, Philé, c'est son physiothérapeute qui le suit depuis très longtemps, depuis Cruzeiro. Ça fait longtemps qu'il sent que ça va arriver. Sauf que, et c'est ça qui est terrible, c'est que cette première cassure, c'est même pas l'image tragique que tout le monde retient. Il y a encore pire qui arrive, et genre vraiment pire. L'image que tout le monde garde en tête, celle qui va hanter sa carrière, elle va arriver quelques mois plus tard. Et là, franchement, on entre dans un autre registre. Parce que ce retour arrive très vite, trop vite selon certains spécialistes. Là, on est à peu près à 4 mois et demi après l'opération, alors que pour ce type de blessure, beaucoup estiment qu'il faut minimum 1 an. Le match, c'est Inter-Lazio, finale aller de Coupe d'Italie. On attend tous son retour. Le monde entier regarde ce match. Parce que c'est pas le retour d'un joueur, c'est le retour d'Il Fenomeno, le retour d'un roi. Et ça, je peux le comprendre. La pression est à son comble. Ronaldo entre sur la pelouse. Au premier ballon, il touche la balle. Il fait ce qu'il fait depuis toujours, passement de jambes. Et là, il se blesse tout seul. Rupture du tendon rotulien. Ronaldo est au sol, l'image est tragique. Le stade se tait. Les coéquipiers et les adversaires sont en panique. Et à ce moment-là, on voit tous un corps qui lâche en direct. Et la question change, c'est plus quand est-ce que Ronaldo va revenir, c'est plutôt est-ce que Ronaldo reviendra-t-il un jour? Mais moi, je préfère me demander comment on en est arrivé là. Même si tu as dû le comprendre, j'ai ma petite idée. Parce que là, il faut être honnête, nuancé, mais honnête. Parce que non, Nike n'a pas explosé le tendon de Ronaldo tout seul. Ce serait trop facile, trop simple. Mais en même temps, dire que Nike n'a rien à voir là-dedans, ce serait aussi complètement faux. Parce que le vrai sujet, il est là. La pub, les sponsors, les médias, ça incarne toute une machine. Une machine qui veut Ronaldo visible, rentable, présent partout et tout le temps. Et à force, qu'est-ce qu'on a fait de lui? On a trop voulu le montrer, le déplacer, le faire circuler. Autrement dit, son corps, il n'était pas trop fragile, il était simplement épuisé. Et là, on n'est pas sur la même logique. Parce qu'un corps qui est fragile, c'est un peu la faute à pas de chance. Un corps épuisé, par contre, c'est un corps qui a été tiré dans tous les sens pendant trop longtemps. Et là-dessus, la responsabilité, elle est partagée. Les clubs, la sélection, Nike, les agents, l'époque, le foot business. Alors, je ne vais pas chercher un coupable parfait, mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre comment tout un système peut user un joueur jusqu'au point de rupture. Et dans ce système-là, Nike a évidemment une place énorme. Pas principale, mais au moins centrale, comme acteur qui participe à cette logique, et peut-être qu'il l'a créée. Bref, le résultat, à ce moment-là, il est terrifiant. Ronaldo ne sait même pas s'il pourra remarcher un jour. Le monde du foot est ultra pessimiste. Tout le monde pense que c'est fini. Et là, normalement, tu te dis, l'histoire s'arrête. Car franchement, c'est ce que tout le monde pense à l'époque, et même les médecins. Mais le plus fou avec Ronaldo, c'est qu'il va revenir quand même. Mais il va devoir se refabriquer lui-même. Et en me penchant là-dessus, franchement, je pense qu'on est sur le plus gros comeback du foot, voire même du sport. Déjà, normalement, là, tu te dis, tout le monde va le laisser tranquille. Le mec vient de se péter le genou devant toute la planète, les médecins sont hyper pessimistes. Donc là, logiquement, on protège le joueur, on écoute les bons médecins, on calme, on prend le temps. Sauf que c'est vraiment pas ce qui va se passer. Parce que là, malgré tout ce qui lui est arrivé, Ronaldo, il continue d'évoluer dans un environnement complètement malsain.
Selon Philé, son physiothérapeute dont je te parlais plus tôt, Nike aurait joué un rôle dans la suite de son traitement médical. En gros, la marque pousse pour qu'il se fasse réopérer, et cette fois aux États-Unis. Et là, il faut quand même mesurer le truc. On parle d'une marque de vêtements qui commence à peser sur les décisions médicales de Ronaldo. Déjà, ça, c'est lunaire. Mais le pire, c'est que l'opération, elle se passe mal. Il y a des complications, une brûlure au genou, la peau est arrachée par le froid. Et à ce moment-là, Ronaldo, il commence à parler de lui comme un espèce de Robocop. Du plomb, des vis, des réparations, de partout. Il a l'impression qu'on le rafistole. Et c'est vraiment là où quelque chose va changer chez lui. Parce qu'après avoir été trimballé, déplacé, conseillé, Ronaldo a comme un déclic. Il en a marre. Il en a marre d'être réparé comme une machine, marre qu'on le déplace, marre d'être un espèce de projet médical permanent. Donc à partir de là, le vrai combat commence. Un combat qui va le mener loin du bruit. Et pour ça, direction la France, direction le sud-ouest et direction Cap-Breton. Et cette disparition, tu vas le comprendre, elle a été essentielle. Avant même l'épisode américain dont je te parlais, Ronaldo avait été opéré par un professeur français, Gérard Saillant. Et c'est lui qui va jouer un rôle énorme pour la suite. Déjà médicalement, évidemment, mais aussi humainement. Entre les deux, il y a une vraie relation de confiance qui se crée. Et c'est avec Saillant que Ronaldo va se reconstruire loin des regards. Parce que Cap-Breton, c'est très mignon, mais c'est pas bankable. C'est pas Barcelone, c'est pas Milan, c'est pas le lieu de tournage d'une énième pub Nike. Et c'est justement pour ça que c'est l'endroit parfait pour disparaître. Et dans cette retraite médiatique, il y a Philé. Encore lui, son physio de toujours. Celui qu'il connaît par cœur. Avec Ronaldo, ils vont commencer un travail monstrueux. 12 heures par jour pendant 1 an et demi. À ce moment-là, tu reconstruis le genou, mais tu reconstruis le corps et surtout tu reconstruis la tête. Et c'est vraiment dans cette disparition qu'il y a quelque chose qui se transforme. Parce qu'à son retour, R9, c'est plus vraiment le même. Là, on arrive sur la partie la plus belle de l'histoire. Parce qu'après la casse, après la blessure, après la disparition, après la saison blanche, Ronaldo, il revient quand même. Mais attention, c'est pas Ronaldo de 97 qui revient. C'est un nouveau Ronaldo, un autre Ronaldo. Et ce qui change, c'est pas seulement son physique, c'est aussi son rapport à tout ce qui l'entoure. Il comprend mieux le système médiatique et en gros, il le subit plus. Maintenant, il va jouer avec lui. Et là, j'ai l'exemple parfait, mais genre vraiment parfait. J'imagine que tu te souviens de sa coupe de cheveux à la Coupe du Monde 2002. Tout le monde l'a trouvée ridicule, absurde, sauf qu'en fait, elle était hyper intelligente. Son idée, c'était de détourner l'attention de ses blessures qui faisaient beaucoup parler pendant cette compétition dans les médias. Et ça, c'est hyper fort, parce qu'on est face à un Ronaldo qui commence à orienter lui-même le récit. C'est exactement le Ronaldo 2.0. En parallèle, il y a aussi l'arrivée de Rony, Ronaldinho en Seleção. Il n'est plus tout seul à porter l'imaginaire brésilien sur ses épaules. Et ça, on le voit bien pendant la campagne 2002 de Nike avant la Coupe du Monde. C'est Ronaldinho qui commence à prendre peu à peu le personnage principal. Et sur le terrain, on est sur un miracle. Vraiment. Et but. Deuxième but de Ronaldo. Magnifique action. Ronaldo, en marquant ce deuxième but, arrive à 8, plus les 4 qu'il avait marqués, ça fait 12. Et c'est le total, je crois, de Pelé En Coupe du Monde. en Coupe du Monde. Bravo l'artiste. Bravo le phénomène, car Donc le Brésil est champion du monde pour la 5e fois. 2 buts en finale de Coupe du Monde. Le Brésil redevient champion. 4 ans après la catastrophe, le retour impossible devient réel. Et ce retour, il est aussi très beau parce qu'il est chargé d'émotions. Ronaldo n'oublie pas ceux qui l'ont aidé pendant sa reconstruction. D'ailleurs, il dédie 2 buts au professeur Gérard Saillant, dont je t'ai parlé plus tôt, qu'il avait remis sur pied. Et franchement, je trouve ça beau, parce que ça raconte bien ce moment-là. C'est pas juste une résurrection sportive, c'est avant tout une reconstruction humaine. Déjà, il fait un truc très fort. Il reprend un peu la main sur sa trajectoire. Après la Coupe du Monde 2002, il pousse sa sortie de l'Inter pour rejoindre les Galactiques du Real. Et ce détail, il est super important, parce que pour la première fois, il donne l'impression qu'il décide. Dis-toi que pour rejoindre le Real, il accepte même de revoir à la baisse son salaire. En gros, il ne choisit pas l'offre la plus confortable, il choisit sa destination, et forcément, le Real, les Galactiques, c'est spectaculaire. Le Real récupère une superstar redevenue mondiale, et tout de suite, la machine médiatique repart. On revoit le Ronaldo business. Vente de maillots record dès le premier jour,
couverture médiatique énorme et surtout retour dans le très grand spectacle au sein des Galactiques. Donc le retour de Ronaldo le remet tout de suite dans le circuit. Mais cette fois, il paraît beaucoup plus actif dans ses choix. Et ça, tu vas voir, ça va tout changer, à tel point qu'il ne sera plus vraiment le même. Médiatiquement, on l'a vu, mais physiquement sur le terrain, non plus. Et ça, c'est peut-être l'un des trucs les plus fascinants avec l'histoire de Ronaldo. Parce que le Ronaldo du Real, c'est plus le même. C'est pas le mec qui va te courir 60 mètres, te dribbler le gardien et marquer ensuite. C'est pas celui qui mélangeait la puissance du buffle avec la vitesse du guépard. Ce Ronaldo, il faut l'oublier. Mais la nouvelle version, elle n'est pas moins forte, elle est juste différente. Il devient plus axial, plus clinique, meilleur de loin. Oui, il prend du poids. Oui, il devient un peu plus caricaturé chaque jour. Oui, il deviendra peu à peu ce qu'on a fini par appeler Ronaldo. Mais là encore, il reste immense. Quelques mois après son arrivée au Real, il gagne encore le Ballon d'Or, puis la Liga. Donc en fait, Ronaldo, il réussit un truc impossible. Devenir une autre version de lui-même, tout en restant le meilleur joueur du monde. Et avec ce retour, Ronaldo, il ne sauve pas juste sa carrière, il laisse derrière lui quelque chose de plus grand. Une autre manière de penser les marques, les icônes, bref, le spectacle. Et ce qu'il a traversé, le football, lui, va pas l'oublier. Loin de là. Ce qu'a traversé Ronaldo, aujourd'hui, c'est devenu presque banal. Des joueurs marques, normal. Des stars globales, normal. Des campagnes mondiales, du storytelling permanent, des séries, des documentaires, normal aussi. Sauf que la différence, c'est qu'aujourd'hui, le système est quand même plus solide autour des joueurs. Ce qu'a vécu Ronaldo existe toujours, mais les joueurs, eux, sont mieux protégés. Du côté de Nike, on a compris comment fonctionnait la méthode grâce à Ronaldo, une manière de raconter une superstar qu'elle a ensuite déclinée. Ronaldinho, Cristiano, Neymar, Mbappé. En gros, Nike ne s'est pas contenté de gagner en notoriété avec Ronaldo, elle a appris grâce à lui. Parce que, je sais pas si t'as vu, mais à la prochaine Coupe du Monde, le Brésil va porter Jordan. Et franchement, quand tu regardes cette image, elle est quand même un peu folle. Et elle résume hyper bien tout ce que je viens de te raconter. Le logo le plus iconique du basket sur le maillot le plus mythique du football. Et en plus, on imagine qu'il y aura des Ronaldo numéro 9 floqués dans le dos. Alors la finalité, c'est quoi? Selon vous, est-ce que Ronaldo aurait été le plus grand joueur de l'histoire si tout ça n'était pas arrivé? Et c'est peut-être pour ça qu'avec lui, on a ce sentiment étrange. Un génie qui est devenu trop, et trop tôt, une marque. Alors la pub n'a peut-être pas tué Ronaldo, mais elle a sans doute participé à sa première mort. Merci d'avoir suivi cet épisode de Football Stories. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à mettre un pouce vers le haut sur cette vidéo. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode.